Bonsoir Astrid Panosyan-Bouvet. Merci d'être là sur France Info. La ministre du Travail que vous êtes achève une semaine compliquée, celle de l'échec du conclave sur les retraites. Alors, vous y avez cru jusqu'au bout. Vous avez dialogué avec le patronat, avec les syndicats jusqu'au bout. Quelles leçons vous en tirez de cet échec ? Moi, je ne dirais pas que c'est un échec, à vrai dire, parce que même si ça négocie plus, ça continue à discuter. Et échec, c'est s'il n'y avait pas eu de point d'accord. Échec, ça aurait été si on était arrivé de manière encore plus divergente maintenant par rapport à il y a 4 mois. Il y a quand même eu des points d'accord importants. Et puis, il y a un esprit de responsabilité dont j'espère... Il y a un esprit de responsabilité dont j'espère que beaucoup de personnes pourront s'inspirer, c'est de mettre à côté certains enjeux de discussion, je pense notamment aux 64 ans, pour pouvoir avancer sur des choses très concrètes. Si ça ne s'appelle pas un échec, vous êtes comme François Bayrou, vous dites que c'est une réussite ? Je ne dis pas que c'est une réussite. J'aurais souhaité qu'il y ait effectivement un accord dès cette semaine. Ce que je constate, c'est que, encore une fois, les points de vue qui étaient très divergents en entrée le sont beaucoup moins aujourd'hui, que ce soit sur l'équilibre à parvenir sur 2030, que ce soit sur les femmes, que ce soit même sur la pénibilité qui est le sujet sur lequel on va y revenir aujourd'hui. N'empêche il y a des avancées concrètes et des avancées vous vouliez aussi les voir se concrétiser. Bien sûr. François Bayrou avait parlé d'une voie de passage, il a cru à une ultime phase de discussion. Finalement, c'était non. Il y a une forme de déni, non ? Moi, j'ai été naturellement en contact dès la fin de cette semaine avec les différents protagonistes et ils vont continuer à discuter, pas sous le formalisme de la négociation du conclave, mais ils continuent à discuter. Je pense que c'est important parce qu'il y a eu des avancées très concrètes. Alors on y vient. Très bien. On y vient tout de suite. Revalorisation des pensions des mères de famille. Tout à fait. C'est important parce qu'il y avait une injustice. Il y avait une injustice sur la durée de référence qui était de 25 ans hommes et femmes et qui pour les femmes ne comprend pas finalement la durée liée à la maternité. Et donc quand on a un enfant, eh bien c'est plus 25 ans, c'est 24 ans. Quand on en a 2 ou plus, c'est 23 ans et ça permet de mieux d'avoir un meilleur salaire de référence de calcul de la pension. Il y a un accord sur l'âge du départ à taux plein. Tout à fait. Ce qu'on appelle l'âge de l'annulation de la décote, 66 ans et demi au lieu de 67. Voilà, on gagne 6 mois. C'est majeur parce que ça concerne 160 000 personnes chaque année, dont là aussi 60% de femmes qui doivent travailler jusqu'à 67 ans parce qu'elles ont eu des carrières hachées, incomplètes. Et ça leur permettra de partir 6 mois avant, de gagner 6 mois, tout en pouvant partir avec une retraite à taux plein, ce qui est vraiment l'objectif recherché. Et ces 2 points-là, vous allez les soumettre aux parlementaires dans le budget de la sécurité sociale. Il y a un 3e point. À l'automne, ça c'est acté. Il y a un 3e point. Je pense que sur la pénibilité, même si aujourd'hui ça achoppe, mais il y a un point très important qui a été acté, c'est de réintégrer les risques ergonomiques qui concernent beaucoup de personnes dans notre pays. Alors, donnez-nous des exemples. Les risques ergonomiques, c'est la posture, les postures pénibles, c'est les ports de charges lourdes, c'est les vibrations, pour tout ce qui est marteau-piqueur ou choses comme ça. Les risques ergonomiques, ça concerne près d'1 tiers des travailleurs de ce pays. Donc les critères sont réintroduits, c'est la manière dont ils sont déclenchés. Les critères sont réintroduits là où ils étaient sortis en 2017. Et je le dis alors que je fais partie de la majorité présidentielle de manière C'est Emmanuel Macron qui l'avait choisi. Ça avait été sorti en 2017, c'est réintégré pour la prévention, ce qui va très concrètement permettre d'aménager les postes, de former pour des reconversions en mi-carrière. Là où ça achoppe aujourd'hui, c'est sur la réparation. La réparation, c'est de pouvoir partir de manière anticipée. Mais c'est quand même central en matière de pénibilité. Sauf qu'il y a 2 approches. C'est pas comme si l'un envisageait les départs anticipés et l'autre partie, non. C'est 2 approches très différentes. Il y a une approche patronale qui est médicale individuelle. À partir de 59 ans, eh bien, il y a un contrôle médical et on décide si cette personne peut partir en départ. Ça, c'est le MEDEF. Ça, c'est la partie patronale, MEDEF, CPME. Et puis, vous avez la partie syndicale qui dit qu'il doit y avoir une présomption de pénibilité. À partir du moment où on a été exposé un certain nombre d'années, eh bien, c'est automatique et collectif. Et je vais vous dire, c'est pas une question de coût, parce qu'à 15 ans, ces 2 mesures, elles ont le même coût. Ces 2 approches... Le coût financier pour l'État est le même. Pour le régime de retraite, vous ne faites pas Non, le coût pour le régime de retraite, c'est le même. Oui. Donc, c'est 2 approches
différentes. Pour les salariés qui payent le régime des retraites. C'est deux approches différentes. Mais ça veut dire quand même, c'est pour ça que je dis que c'est pas l'échec avec le grand E comme on souhaite le. Si le coût est le même, oui. Qui va arbitrer entre ces deux approches? Eh bien, c'est pour ça que moi, je souhaite, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, où il y a des discussions de manière informelle, bilatérale, qu'on puisse résoudre cela. Sinon, effectivement, le Premier ministre l'a dit lors de sa conférence de presse, je l'ai dit pas plus tard ce matin au JDD, eh bien, le gouvernement tranchera, tout simplement. Dans quel sens? Je me garderais bien de vous le dire aujourd'hui. Patrick Martin, on a bien compris, il n'avait pas mandat pour aller je me garderais bien de vous le dire. Je vois bien qu'il y a aujourd'hui des résistances très fortes, notamment au niveau d'un certain nombre de fédérations professionnelles. Mais je vois qu'il y a aussi un attachement très fort au sujet de la présomption de pénibilité. Mais vous nous dites quand même que cette question de la réparation sur les critères de pénibilité sera dans la loi? Est-ce que vous allez trancher la question alors qu'elle est divisée entre le patronat et les syndicats? Moi, je ne vous raconte pas de baliverne. Je ne sais pas à ce stade. D'accord. Ce qui sera en tout cas déjà dans le projet de le PLFSS, qu'on examine chaque automne, ce sont les points d'accord. Moi, je trouverais ça dommage. Les deux points dont on a parlé sur les femmes et le taux plein. Voilà, les femmes, le taux plein. Je trouverais ça, je pense aussi le principe de réintégration des risques ergonomiques dans la prévention. Je pense que ce serait dommage, alors qu'on est si près sur le principe de réparation et que c'est quelque chose de souhaité, parce que concrètement, une femme qui est aide-soignante, 25% des femmes qui sont aides-soignantes, elles quittent le marché du travail entre 51 et 59 ans parce qu'elles ne sont pas en capacité de pouvoir travailler. Même chose pour les ouvriers de la manutention et du bâtiment. Donc c'est absolument indispensable de trouver aussi une réponse au principe de réparation. Donc vous y croyez toujours. Il y a des choses qui sont déjà actées, on verra dans la loi, mais vous continuez à dialoguer. Je vais vous dire, j'y crois. J'y crois pourquoi? Parce que en novembre dernier, et pas plus tard d'ailleurs que la semaine dernière, eh bien, nos partenaires sociaux ont conclu des accords seniors, assurance chômage, et pas plus tard que le lendemain du conclave, sur les reconversions, transition-reconversion, alors que ça avait échoué quelques semaines ou quelques mois auparavant. C'est vrai que c'est des accords plus discrets dont on parle moins dans la presse. Ce sont des accords plus discrets, moins grandiloquents parce qu'on aime la grandiloquence, mais qui sont très, très concrets. Est-ce que vous pouvez nous sur la question du senior comme sur la question des seniors, c'est-à-dire le maintien dans l'emploi des seniors, c'est un problème français endémique, il y a un énorme sujet sur la question. Vous allez transposer mot à mot, virgule à virgule, cet accord des partenaires sociaux à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. C'est pour ça qu'on Qu'est-ce qui va changer concrètement? Ce qui va changer, c'est que pas justement le sujet, c'est qu'il faut, pour pouvoir travailler plus longtemps, il faut commencer à regarder ces questions plus tôt. Et donc, très, très concrètement, ça veut dire qu'à partir de 45 ans, tout salarié de notre pays aura, en plus d'un entretien bilan de carrière sur les questions des compétences, eh bien, il y aura une visite médicale. Une visite médicale à 45 ans pour précisément, en mi-carrière, voir comment, pour ceux qui sont exposés à des métiers pénibles, voir comment on aménage les postes, comment on envisage une reconversion, une formation vers d'autres métiers. Évoluer dans l'entreprise au-delà des fameux 60 ans. Exactement, au-delà des 60 ans, parce que c'est à partir de 60 ans que notre taux d'activité par rapport aux Suédois, par rapport aux Allemands, dégringole. Alors vous y croyez toujours, mais les socialistes, ils y croient plus du tout, puisqu'ils attendaient un véritable projet de loi sur les retraites et non pas bien distinct des éléments d'articles de loi dans le budget de la Sécu. Ce à quoi, c'est vrai, j'ai vérifié, s'était engagé François Bayrou par écrit. Il s'estime trahi, c'est le mot de Olivier Faure, le patron du PS. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Moi, je lui réponds qu'il faut d'abord regarder les avancées concrètes pour les travailleurs de ce pays. Et je pense qu'Olivier Faure est sincère quand il cherche des avancées concrètes pour les travailleurs de ce pays. Donc c'est de la posture de sa part que de les censurer ? Je pense que quand il y a eu des accords très concrets avec un vrai esprit de responsabilité des syndicats, du patronat, il faut laisser sa chance au produit. Et François Hollande et donc, j'ai compris que dans les réunions de groupe, initialement, il va la voter, cette censure. Il avait dit jusqu'ici qu'il n'allait pas ajouter de l'instabilité à l'instabilité. Écoutez, moi, vous savez, je pense que je regarde les partis sociodémocrates, les quelques partis sociodémocrates en Europe qui sont encore majoritaires. Je pense au Danemark, je pense à l'Espagne, je pense au Portugal. Sur les questions des retraites, ils ont vraiment des postures, ils ont vraiment des
des positions de responsabilité qui ressemblent plus à ceux des syndicats qui étaient autour de la table qu'au Parti socialiste. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Vous allez partir en Allemagne avec des représentants tout à fait. des partenaires sociaux, Sophie Binet de la CGT, avec Patrick Martin. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous pour bâtir des compromis sociaux? Alors, je pense qu'il y a d'abord une culture qui voit le compromis non pas comme une compromission, mais comme la capacité à pouvoir dialoguer et de voir finalement la grève comme un ultime recours ou la censure comme un ultime recours et pas comme une posture de départ. Et puis les syndicats je pense sont plus forts aussi, et très exactement, les syndicats sont plus forts, sont plus unis aussi, parce que nous, on va aller à 8, 3 organisations patronales, 5 organisations syndicales. En face, nous aurons un grand syndicat patronal et un grand syndicat des salariés. Mais je pense que c'est aussi la structure même des partis sociaux-démocrates du Nord qui est associée de manière organique au monde du travail et aux syndicats, qui fait que ces partis sont beaucoup plus en prise avec les réalités de terrain. Vous souhaitez donc toujours privilégier le dialogue social, on l'a bien compris, vous y croyez toujours. Est-ce que vous croyez toujours qu'on peut ouvrir, dans le cadre du conclave ou d'une méthode similaire entre les partenaires sociaux, la question du financement de la protection sociale? Alors, je pense que c'est un très gros sujet, puisqu'on cherche des économies et peut-être transférer, c'est une réflexion, une part du financement du modèle social, donc de la protection sociale des actifs, vers, pourquoi pas, entre autres, les retraités aisés. Oui, c'est une position avec d'autres que je défends depuis un moment, parce que qu'est-ce qui est en jeu ? Qu'est-ce qui est en jeu? Et je pense que ce sera quelque chose qui voudra dire quelque chose à tous les travailleurs qui nous regardent. C'est la feuille de salaire. C'est l'écart entre le super brut qui incombe à l'employeur et le net qui est ce qui arrive chaque mois dans la poche du salarié. Et on voit effectivement aujourd'hui que le travail, c'est-à-dire à la fois les cotisations patronales, salariales et la CSG que paye le salarié, contribue pour près de 65% aujourd'hui de la protection sociale. Et c'est totalement logique en ce qui concerne les accidents du travail, le chômage, la retraite, enfin des risques qui sont directement associés au monde du travail. C'est moins logique quand il s'agit de financer des risques qui sont bien heureusement universels. La maladie, le risque maladie, l'assurance maladie, ça ne concerne pas que les travailleurs. La famille, ça ne concerne pas que les travailleurs. L'autonomie, la perte d'autonomie pour les personnes âgées, ça ne concerne pas que ceux qui ont travaillé. Et donc vous allez dire aux partenaires sociaux de travailler à des pistes pour financer différemment la protection sociale. Ça, c'est acté. Il est d'accord, François Bayrou, avec ça, parce qu'il n'a pas l'air de vouloir justement changer les transferts. En tout cas, on souhaite avoir une conférence sociale. C'est ce sur quoi on travaille avec Catherine Vautrin. On est en train d'y travailler, et je laisserai le soin aussi des différentes annonces, mais on est en train d'y travailler. C'est aussi quelque chose qui avait été souhaité par le président de la République. Mais sur ces questions... On a du mal à suivre, parce qu'on a l'impression que la TVA sociale, c'était une sur piste. Ces questions, puis finalement, non. Sur ces questions, bien évidemment, ça ne peut pas être que les partenaires sociaux, parce que je vous ai parlé de la CSG, par exemple, activité. Et ça relève pas des partenaires. C'est sur la feuille de salaire, mais ça relève du Parlement. Donc, il faudra aussi des experts. Pourquoi pas des comparaisons internationales? Et d'ailleurs, on en discutera, je pense, à Berlin, parce que c'est intéressant de voir que le financement de la protection sociale, qui est tout aussi, j'ai envie de dire, protection sociale tout aussi moderne en Allemagne qu'en France, est financé un petit peu différent. Vous souhaitez toujours que les retraités les plus aisés contribuent davantage? Vous aviez poussé pour la fin de l'abattement fiscal de 10% sur les retraités. Alors, moi, je me suis exprimée sur cette question. C'est-à-dire que je me suis exprimée sur cette question et je laisserai le soin au Premier ministre, naturellement, de faire toutes les annonces, comme il le dit, après le 14 juillet. Je souhaite qu'on arrête de voir les retraités comme un bloc homogène. Il y a autant de retraités dans des situations différentes que des salariés dans des situations différentes. En fonction des revenus, du niveau de pension, en fonction également du patrimoine, en fonction de est-ce qu'ils sont propriétaires ou non de leur domicile principal. Mais certains d'entre eux, les plus aisés, pourraient participer à la solidarité davantage. Moi, je pense que ça fait partie des choses. Oui, c'est-à-dire que c'est moins le statut actif-inactif qui doit déterminer la participation à l'effort que naturellement la question du revenu et du patrimoine quand on regarde la contribution. On verra quel sera l'avenir de cette conviction que vous avez, Madame la Ministre, parce qu'elle suscite une levée de bouclier dans le gouvernement et dans le pays parmi les retraités qui sont parmi les plus votants dans notre pays. Alors, je voudrais qu'on parle de la chaleur. Il y a un décret qui va entrer en vigueur dans 2 jours, le 1er juillet, que vous avez pris. La chaleur a des conséquences évidemment très graves dans le monde du travail.
les éboueurs, les travailleurs sur les chantiers en savent quelque chose. J'ai vu les chiffres, près de 6 décès au travail sur 10 surviennent après un malaise. Qu'est-ce qui va changer précisément dans 2 jours? Vous avez tout à fait raison. Alors, c'est 6 décès après un malaise, indépendamment de la chaleur. Je pense que ça, c'est important. Bien Par sûr. contre, depuis 2018, et ça, on a encore besoin de le documenter de manière épidémiologique, 48 personnes sont décédées directement liées à la chaleur. Et je pense que c'est très largement sous-estimé. Et c'est pour ça qu'on a demandé aussi à Santé publique France de regarder la question aujourd'hui. Alors, les employeurs, qu'est-ce qui va changer pour eux? Ce qui va changer très concrètement, c'est que, on considère la chaleur comme un risque professionnel et les employeurs auront vraiment une obligation de prévention contre le risque chaleur en fonction des niveaux d'alerte de Météo France. Donc, très concrètement, c'est aménager les horaires de travail pour que sur les chantiers, on puisse commencer à travailler plus tôt, arrêter pendant les moments de la journée où c'est le plus chaud, c'est fournir, quand il n'y a pas de point d'eau courante, 3 litres d'eau par jour aux salariés, c'est obliger aussi des protections solaires. Enfin, il y aura des contrôles, avec des sanctions. Des contrôles. Il y a eu 1500 contrôles l'année dernière pendant la période estivale. On a décidé d'augmenter le niveau de contrôle et il y aura naturellement des sanctions si ce n'est pas appliqué. Un mot sur l'emploi. Oui. Vous êtes aussi ministre de l'Emploi. Le patronat a insisté d'ailleurs sur les mauvais indicateurs économiques dans le contexte, dans le conclave. Le chômage est reparti à la hausse au premier trimestre. Il y a une proposition, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Alexandre Bompard dans la Tribune dimanche, qui dit qu'en fait, il y a 50 000 emplois qui ont été détruits à cause de la concurrence féroce de ce qu'on appelle la fast fashion, Shein et Temu. Alors, il y a eu des décisions qui ont été prises sur les taxes sur les mini-colis. Oui. Il veut aller beaucoup plus loin. Il dit il faut taxer les 200 millions de colis qui arrivent en Europe. Est-ce que c'est la bonne méthode pour maintenir ces emplois qui on les voit dans le textile et dans le prêt-à-porter, sur la grande distribution, sur le prêt-à-porter. Alors d'abord, je nuancerai la question du chômage, parce que sur un an, le taux de chômage a resté stable. Il a même diminué de 0,1 point. Donc, mais on voit, et c'est pour ça qu'il faut absolument être très vigilant, on voit quand même une augmentation des inscriptions à France Travail suite à des licenciements économiques de plus de 10%. Et on voit aussi qu'il y a une augmentation de près d'un tiers des suppressions d'emplois liées à des plans sociaux dans des secteurs comme l'automobile, comme la chimie ou effectivement la grande distribution. La crise industrielle repart. La grande distribution. Et donc, mais ce qu'on voit aussi, c'est pour ça qu'il faut avoir un regard un peu nuancé, c'est que les embauches restent dynamiques. Elles restent à 2 points supérieurs à ce qu'on a connu en 2019 et c'est ce qui explique cette quasi-stabilité du taux de chômage. Donc, il faut être extrêmement vigilant et c'est pour ça que, au-delà effectivement des mesures qui ont été prises par ma collègue Amélie de Montchalin sur les mini-colis, qui doit protéger aussi contre... Là, quand vous citez effectivement ces acteurs chinois, on est aussi sur des conditions de travail et du dumping social qui est absolument inacceptable. Et mais moi, à l'heure de la guerre commerciale, vous pensez qu'on a les moyens en France et en Europe de se protéger de saignées massives? Ce n'est pas au niveau français qu'on peut le décider, c'est au niveau européen. Et je pense que sur la question européenne, sur la question de l'automobile aussi, on attend des réponses beaucoup plus fortes et beaucoup plus franches contre une concurrence déloyale, clairement. J'imagine que vous avez vu plusieurs fois François Bayrou. On est à l'heure des arbitrages. Il y a beaucoup de rendez-vous avec Bercy, avec Matignon. Le ministère du Travail va beaucoup souffrir. Alors, j'ai déjà contribué beaucoup l'année dernière. Les aides de l'État à l'apprentissage avaient baissé. Est-ce qu'ils vont encore baisser ? Alors, sur l'apprentissage, on a beaucoup changé les règles, que ce soit sur les aides à l'apprentissage, sur le financement de l'apprentissage. J'ai fait ces changements, mais sans aucun état d'âme, parce que je pense que les aides à l'apprentissage, on les a considérablement baissées pour les grandes entreprises, moins pour les entreprises de moins de 250 salariés qui concentrent 85% des apprentis. Donc, je n'ai aucun état d'âme par rapport à ça. Donc, il y a une réforme. Mais est-ce que c'est sanctuarisé pour le budget ? Aujourd'hui, stabilisé, parce que l'apprentissage, ça marche. Mais si on change les règles chaque année, plus personne ne va rien comprendre. Et plus personne, que ce soit les apprentis, les familles, les centres de formation,
comme les entreprises. Donc, je souhaite sanctuariser aujourd'hui l'apprentissage et c'est des messages que toutes les aides de retour à l'emploi, tout ça, ça va être stabilisé. On a considérablement. Mais moi, j'ai aucun état d'âme de supprimer des dispositifs quand ça ne marche pas. J'ai supprimé, par exemple, les dispositifs d'emploi franc. J'ai réduit un certain nombre de contrats aidés quand les taux d'insertion à 6 mois sont largement inférieurs à 50%. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est moins rentrer dans cette logique quantitative d'entrée dans des dispositifs que de mesurer les taux de sortie en emploi. Et donc, l'enjeu, c'est le rapprochement de ces dispositifs avec le monde de l'entreprise. C'est ce sur quoi on travaille avec France Travail. On verra quels sont les arbitrages concernant ce ministère important du Travail et de l'Emploi. Il faut trouver 40 milliards. Alors bon, il y a plein de ballons d'essai dans l'atmosphère. L'année blanche qui revient... pour le budget, qui au fond gèlerait l'inflation pendant 1 an sur toutes les prestations, toutes les aides de l'État. Est-ce que c'est je vais pas le meilleur moyen de je vais pas m'exprimer sur tout le monde à l'effort. Je vais pas m'exprimer. Je laisserai vraiment au Premier ministre le soin de s'exprimer sur ce plan de redressement. Mais effectivement, le redressement de nos finances publiques est absolument indispensable. On s'est engagé à terminer l'année avec 5,4% de déficit public, ce qui est considérable, ce qui fait qu'on est une anomalie en Europe par rapport aux pays d'Europe du Sud qui ont commencé à redresser leurs finances publiques. Il faut absolument qu'on réussisse. Il y aura des baisses de dépenses sur les collectivités, sur l'État, notamment sur le modèle social. Est-ce qu'il faut un peu de justice fiscale ? Est-ce que vous êtes hostile farouchement à la taxe Zuckman, par exemple? Alors, quand on regarde dans le détail, ça fait venir 20 milliards. Encore une fois, je ne vais pas préempter les annonces ni sur les dépenses, ni sur les recettes. Je ne vais pas préempter les annonces du Premier ministre. Je dis simplement qu'il faut que l'effort soit partagé pour qu'il soit vu comme juste. Voilà. Donc des augmentations d'impôts, vous n'êtes pas complètement hostile? Je pense que l'effort doit être partagé pour qu'il soit juste. Et c'est pour ça que dans un pays qui concentre et le niveau le plus élevé de dépenses publiques et le niveau le plus élevé de prélèvements obligatoires en fonction de son revenu, on doit se poser toutes ces questions. Alors, on va parler un peu politique pour terminer, de la tambouille de l'Assemblée nationale. François Bayrou, c'est le pire scénario, il le redoutait, il se retrouve à nouveau dans les mains du Rassemblement national. C'est exactement ce qui s'était passé avec Michel Barnier. Est-ce que vous ne craignez pas, au fond, qu'il soit dans une forme de course à l'échalote vis-à-vis du RN? Est-ce que déjà sa proposition, sa promesse de réformer le mode de scrutin avec la proportionnelle avant la fin de l'année, ce n'est pas un geste vis-à-vis de Marine Le Pen? Ça l'aurait été si François Bayrou avait viré sa position sur la proportionnelle. Moi, j'ai cru comprendre que François Bayrou est extrêmement attaché à la proportionnelle depuis des années et des années et des années. À savoir aussi qu'on est le seul pays de l'Union européenne qui ne pratique pas la proportionnelle. Et on voit, vous me parliez de qu'est-ce qui fait que nos différences par rapport à d'autres pays européens, la culture du compromis, elle a quand même du mal à s'installer en France. Mais ça n'aurait rien changé à cette Assemblée avec un peu de proportionnel. Elle a du mal à s'installer en France. Honnêtement, les 3 blocs, peut-être un peu plus pour le RN, mais elle est quasiment déjà... Oui, je pense pour avoir fait 2 élections législatives que j'ai gagnées en 2022 et en 2024, le deuxième tour instaure une concurrence très forte qui fait que c'est compliqué de se parler, ça peut être compliqué de se parler après. Donc, je pense que ça peut participer de cette culture de compromis dont on a besoin. Et je pense très franchement que sur cette question-là, François Bayrou, je pense que même il l'a défendu quand il était candidat à la présidentielle depuis des années. Alors vous l'avez beaucoup côtoyé, François Bayrou, puisque vous avez suivi ce conclave de près. Oui. Il est à bout de souffle ou pas? On se pose la question, mais parce que qu'est-ce que c'est que cette question? Il y a eu une semaine compliquée sur le conclave. Il aurait préféré, comme vous, c'est un secret de polichinelle, un accord global. Je pense que il arrive devant l'Himalaya. Je pense que de faire une conférence de presse budgétaire à 7h du matin pour indiquer qu'il recevra dans la journée les 3 organisations syndicales, les 2 organisations patronales pour faire état des points d'accord et de ce qui reste, c'est extrêmement courageux. De continuer à vouloir que les gens discutent, parce qu'encore une fois, je l'ai dit, le sujet aujourd'hui, c'est pas simplement la pénibilité. La pénibilité sur la prévention, c'est acté, c'est quelque chose de très nouveau, la pénibilité ergonomique acceptée par le patronat. Donc, on n'est pas dans l'obsession de son maintien à Matignon. On est aujourd'hui sur des choses dont on peut trouver une issue. Et donc, je trouve ça extrêmement courageux et combatif de la part du Premier ministre. Qu'est-ce que vous répondez au procès en immobilisme? Il y a énormément de propositions de loi
très peu de projets de loi. Donc proposition de loi, c'est à l'initiative des députés. Projet de loi, c'est le gouvernement. Peu de réformes de structure, c'est même ce qu'a dit Édouard Philippe. J'aurai en tout cas moi un projet de loi dès cette semaine à l'Assemblée nationale. C'est justement la transposition des accords qui ont été signés par les partenaires sociaux. Au Sénat, personne n'a voté contre. Il y a eu juste des abstentions du groupe écolo et communiste. Et on est passé à l'Assemblée nationale en commission des affaires sociales où il y a juste un vote contre de la part de la France insoumise. Et je pense que, vous voyez, la démocratie sociale, elle peut aussi aider à de l'apaisement et du compromis dans la démocratie politique. Et Emmanuel Macron, il l'a compris. Enfin, ça, c'est ma dernière question. Lui qui n'avait pas les corps intermédiaires attachés au cœur. Il a demandé, c'est lui qui a demandé cette conférence sur la protection sociale. Et donc, je pense que les choses avancent aussi. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Astrid Panosyan-Bouvet. On viendra regarder de près les suites sur les retraites de ce demi-succès ou demi-échec sur le conclave. Évidemment, c'est à suivre dans ce marathon budgétaire à l'automne, mais les premières annonces sans doute dès le 15 juillet par le Premier ministre. Merci à vous.